Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce numéro d'Actu 7, qui est le magazine qui permet de faire le tour des points marquants de l'actualité de la semaine. Et bien entendu, nous allons d'abord évoquer la nomination de Patrick Kachi en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire et on reviendra sur l'élection au Congo, mais également l'inhumation de John Magufuli, entre autres. Le fait de la semaine est la nomination de Patrick Kachi en tant que Premier ministre en Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie, bien entendu, de Georges Wenceslas Sembi Aboké, en ligne de Dakar. Georges, bonjour. Bonjour Robert, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Comme vous le disiez, nous sommes en direct de Dakar. Robert Adandé, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour chers téléspectateurs. Merci donc d'être en notre compagnie et nous allons suivre donc la déclaration de nomination de Patrick Kachi en tant que Premier ministre avant de revenir sur ce plateau. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 26 mars 2021 à la signature du décret numéro 2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination de M. Patrick Jérôme Kachi en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, fait à Abidjan le vendredi 26 mars 2021. Je vous remercie. Georges Wenceslas Sembi Aboké, la nomination de Patrick Kachi, un choix logique? Je vais dire oui, un choix logique. La plupart des Ivoiriens et des observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire s'y attendaient. Il faut dire que déjà Patrick Kachi était l'intérimaire, était le Premier ministre par intérim, pendant que l'ancien Premier ministre, l'ex-Premier ministre Ahmed Bakayoko était malade. Et donc l'on s'attendait à ce que cette confirmation se fasse. En tout cas, les personnes qui ont été surprises par cette nomination, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, même si il y avait sur les tablettes quelques autres personnes dont le nom a circulé. Il faut dire que Patrick Kachi est ministre depuis 2000, l'année 2000, et donc c'est tout à fait normalement qu'on le retrouve dans cette position de Premier ministre après avoir été ministre d'État, secrétaire général de la présidence et tout. Il est tout à fait normal que ce soit lui qui arrive dans cette position. Il ne faut pas oublier aussi que le président Alassane Ouattara a subi une sorte de vide autour de lui, et quand on regarde, il n'y avait que Patrick Kachi. Et autre chose, quand on regarde également les compétences, quand on regarde le dossier, le CV, j'allais dire, eh bien, on voit que c'était pratiquement lui qui pouvait se retrouver dans cette position de Premier ministre. Et donc la surprise n'est pas venue. Robert Adandé, Patrick Kachi est un homme du sérail qui va devoir former un gouvernement dans un contexte assez difficile. Un contexte difficile. Georges évoquait tout à l'heure le vide autour du président Alassane Ouattara qui avait besoin quand même, parce que le poste de Premier ministre est un poste stratégique, qui avait besoin de quelqu'un qui ait toute sa confiance. Et comme rappelle également Georges, 20 ans dans le dispositif, 20 ans dans le sérail, il a fait ses preuves, il est d'une compétence qui lui permet, en plus de la confiance que lui porte le président Alassane Ouattara, je crois qu'il n'était pas surprenant qu'il hérite de ce portefeuille. Même s'il y a eu
sur les réseaux sociaux plusieurs gags, plusieurs blagues qui ont fait agiter une sorte d'épouvantail autour de ce portefeuille. Bon, finalement, Patrick Achi a hérité de la primature et on attend donc la constitution de son gouvernement dans les jours à venir. Georges Aboké, ce gouvernement pourrait intégrer, vous pensez, des membres de l'opposition ? C'est ce que l'on pense de plus en plus sur les bords de la lagune ébriée. Et donc, on sent qu'il y a des concertations. On sent que les membres de l'opposition, certains membres de l'opposition ont été consultés. Et ce serait sans surprise qu'on retrouve des membres de l'opposition dans le prochain gouvernement qui va être mis en place certainement dès le début de la semaine prochaine. Mais il y a quelque chose que Robert disait que c'est un homme de confiance. Effectivement, le ministre d'État Patrick Achi est un homme de confiance, mais il faut quand même préciser un certain nombre de choses. Il a été l'homme de confiance du président Laurent Gbagbo dès le début de la rébellion en 2002, jusqu'à ce qu'il devienne l'homme de confiance du président Henri Konan Bédié, et maintenant, depuis quelques années, il est l'homme de confiance du président Alassane Dramane Ouattara. Donc il sait s'adapter, il sait gagner la confiance du chef, Robert Adandé. Oui, c'est ce qu'il faut retenir de son parcours. En tout cas, merci à Georges pour ses éclaircissements. C'est ce qu'il faut retenir de l'homme. Il arrive quand même, il doit avoir ces compétences techniques qui lui permettent certainement, au-delà de qualités humaines, de s'imposer à la confiance de ces différents chefs. On lui attribue, comment on va dire ça, la paternité de tous les travaux que l'on a eus depuis un certain temps, les travaux de construction d'infrastructures, surtout routières. On lui attribue tout cela. Il a été ministre pendant longtemps des infrastructures routières, donc tout ce qui se passe tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays en matière de construction d'infrastructures routières, eh bien, on les lui attribue. Et donc, il est crédité de bons points. Maintenant, on attend parce que on a vu comment les choses ont été difficiles au mois d'octobre dernier. Est-ce que cette page noire est tournée? On verra bien, surtout si l'opposition intègre le prochain gouvernement qu'il va former. Il est présenté comme un homme de dialogue. Vous confirmez, Georges Aboké? Un homme de dialogue, c'est un gros point d'interrogation, mais c'est un homme, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Robert Rovo, un homme de confiance. Quand il est engagé avec quelqu'un, eh bien, il y va. Je rappelais tout à l'heure qu'il a été très engagé aux côtés de Laurent Gbagbo, très engagé aux côtés de Henri Konan Bédié et maintenant très engagé aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara. Alors il y a eu également dans l'actualité, en tout cas nous attendons bien sûr la constitution de ce nouveau gouvernement pour pouvoir le décrypter et en parler. Il y a eu, disions-nous, dans l'actualité également l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville et la réélection sans surprise du président Denis Sassou Nguesso. 57% des voix pour Denis Sassou Nguesso, le président sortant, est visiblement réélu pour un mandat de 5 ans à la tête du Congo-Brazzaville. Mais pour l'opposition, il n'est pas question d'accepter un tel résultat. Les opposants entendent former des recours contre ce scrutin qu'ils dénoncent au vu de plusieurs irrégularités, y compris la rapidité de la publication de ces résultats provisoires et des entorses faites selon eux à certains articles de la Constitution. Après 37 années cumulées à la tête du pays, Denis Sassou Nguesso se retrouve devant un nouveau boulevard de 5 ans en tant que président du Congo-Brazzaville. Le président sortant réélu n'a pas caché sa joie. Après avoir salué ses partisans et formulé des vœux de prospérité, Denis Sassou Nguesso a indiqué aux candidats battus dans cette élection que le Congo-Brazzaville était un bien commun. Un message tombé dans des oreilles de sourds à l'endroit d'une opposition vent debout contre les résultats provisoires proclamés ce mardi, soit moins de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote. Tous dénoncent un scrutin calamiteux. Les observateurs de l'Union africaine
africaines, eux, notent plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin. La rapidité de ces résultats est le griffe le plus souvent partagé et à l'origine de la plupart des appréhensions et suspicions. Pour l'opposition, il n'est pas possible de compiler les résultats venus de tout le Congo en un jour et la façon de les rendre publics en rajoute au doute. L'autre question présente sur toutes les lèvres est de savoir quel sort sera réservé aux voix du désormais défunt challenger de Denis Sassou Nguesso, Parfait Kolélas, sachant que l'autre motif de contestation de l'opposition, c'est l'article 70 de la Constitution, qui prévoit des cas de report ou d'annulation de l'élection en cas de décès d'un candidat. Le président de la commission électorale, Henri Bouka, comme pour y répondre, a estimé que le scrutin était tout à fait valide, puisque le candidat Kolélas est décédé après la tenue du vote. L'opposition dispose de 3 jours à compter de la lecture des résultats provisoires pour introduire son recours. Des résultats qui ont été publiés de façon très rapide et cette rapidité a d'ailleurs suscité le doute de l'opposition. Il y a eu la connexion Internet qui a été coupée plusieurs heures avant la tenue du scrutin. Cela vient ajouter au doute, Robert Adandé. Oui, exactement. Il y a eu, comme vous le dites, l'interruption de la connexion Internet, il y a eu la rapidité, la célérité, une célérité qui on ne va pas dire fait peur, mais qu'on peut estimer être étrange, surtout quand on sait quelles sont les lenteurs, et quels sont les déficits en termes de technologie auxquels sont confrontés la plupart de certains pays africains. Et surtout aussi l'autre élément qui est plutôt surprenant de la part d'une bonne frange de l'opposition, c'est le score, parce qu'on a des résultats qui avoisinent quand même les 90%, ce qui jette quand même un certain nombre d'interrogations, de questions, et l'opposition estime qu'il y a certainement un épisode qu'ils ont manqué. Il y a eu des réactions, comme on en voit sur la toile, des réactions d'indignation pour la plupart. C'est vrai qu'il a aussi été enregistré des réactions favorables au président Denis Sassou Nguesso, mais la majorité de ce qu'on a pu lire sur certaines pages comme commentaires a suggéré que dans certains pays, on se garde d'organiser des élections parce que ça ferait gagner du temps et de l'argent, Georges Aboké. Oui, Aziz, on en parlait, je crois, il y a environ un mois, quand on évoquait le lancement de cette élection présidentielle au Congo. À quoi cela sert-il d'organiser cette élection quand on connaît les résultats bien avant? Et puis aujourd'hui, c'est comme un protocole qui marche dans un certain nombre de pays africains. Et ça vient d'être démontré au Congo. Eh bien, on organise l'élection. Le président en exercice est déclaré vainqueur. Les résultats sortent très rapidement. Internet est coupé. On l'a vu dans un certain nombre de pays et ça marche. Alors on se demande quand est-ce que la démocratie va véritablement être de mise lors des élections dans un certain nombre de pays africains. C'est une grande question qui est posée. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? Ainsi, dit-on, marche l'Afrique dans certains pays et c'est bien dommage. On aurait bien voulu voir le président Sassou Nguesso l'emporter largement, mais face à des adversaires. Là, on a eu un adversaire qui est décédé avant même la tenue du scrutin. Le président de la commission électorale a tenu à ce que le scrutin se poursuive parce que pour lui tout est normal. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est une élection qui vient d'avoir lieu. Le score à la russe, près de 90%, Robert le soulignait. Bon, alors on prend une bonne note et puis je crois que c'est une page à vite tourner. Une page à vite tourner. Cette élection a été endeuillée, rappelons-le, par la disparition du principal opposant au président Sassou Nguesso, Brice Parfait Kolélas, décédé au moment où il devait être évacué en France. On revient sur son parcours. Guy Brice Parfait Kolélas est apparu comme le principal opposant historique et seul vrai rival du président sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars dernier.
Âgé de 60 ans, il avait été investi par l'Union des démocrates humanistes UC. Contrôlé positif au Covid-19, l'opposant congolais Guy Brice Parfait Colélas rend l'âme lors de son évacuation sanitaire vers la France. Il est décédé dans l'avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a déclaré Christian Cyr Rodrigue Mayanda, son directeur de campagne, ajoutant « On va continuer à compter les bulletins ». Il était en tête dans un certain nombre de localités. Dans la foulée, Christian Cyr Rodrigue Mayanda a appelé les partisans de Guy Brice Parfait Colélas à un rassemblement ce lundi à 11h. C'est vendredi dernier que l'opposant a été testé positif au Covid-19, ce qui l'a d'ailleurs empêché de tenir son dernier meeting de campagne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort. Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever, allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien, affirme dans cette vidéo Guy Brice Parfait Colélas, alité, à l'apparence affaiblie, une vidéo faite le temps de retirer un masque d'assistance respiratoire. Levez-vous comme un seul homme, faites-moi plaisir, je me bats sur mon lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Il en va de l'avenir de vos enfants, avait-il ajouté avant d'arborer de nouveau son masque. Guy Brice Parfait Colélas était un farouche opposant au président Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans, dont 36 au pouvoir, qui lui ne cachait pas sa volonté de se faire réélire dès le premier tour dimanche. Pour ces élections, les observateurs des Nations Unies et de l'Union européenne n'ont pas été invités à assurer la surveillance, et le ministère de l'Intérieur, lui, a refusé d'autoriser les 1100 observateurs de l'Église catholique à y prendre part. Les résultats du scrutin ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Guy Brice Parfait Colélas, un destin là aussi qui est conclu par la mort quasiment le jour de l'élection. Robert Adandé. Oui, et ça fait justement partie aussi des griffes de l'opposition parce qu'il est prévu dans la Constitution congolaise qu'en cas de décès d'un des candidats, le processus soit suspendu et même recommencer. Bon, alors que la commission électorale indépendante, la commission électorale congolaise, estime qu'il est décédé après la période de campagne et après le scrutin, ce qui n'est pas de nature à remettre en question le processus électoral. Donc, c'est une question d'interprétation, Robert Adandé. Là, justement, ce sera aux juristes d'interpréter et on sait qu'il y a souvent des fenêtres dans les lois fondamentales, Georges Aboké, pour permettre aux spécialistes du droit de se faufiler. Oh, je pense que le président de la commission électorale il n'a pas trop mal fait, je mets ça entre griffes, parce qu'il ne fallait pas perdre de temps. Si cette élection était reprise, elle se serait passée dans les mêmes conditions, avec les mêmes résultats, donc il n'a certainement pas voulu perdre de temps. Alors, oui. Il faut préciser qu'une enquête a été, c'est peut-être peine perdue, mais une enquête a été ouverte au niveau du tribunal, du parquet de Bobigny en France pour éluder un peu les circonstances de la mort. Les circonstances de la mort de Parfait Colélas, parce que pour certains, ce serait une mort qui pourrait ne pas être tout à fait naturelle. Bon, pour revenir sur le précédent sujet, il faut rajouter aussi que cette élection passée, le président Denis Sassou Nguesso a encore techniquement la possibilité, en tout cas la Constitution le lui permet, de se présenter encore en 2026 et de rester jusqu'à 2031. Voilà. En tout cas, il a aussi été souligné qu'une autopsie a été pratiquée et qui aurait confirmé le décès des suites de complications liées au Covid-19 Mais la famille n'est pas d'accord avec les résultats de cette autopsie. Voilà.
Voilà, donc on voit bien que c'est une situation triste, en tout cas au Congo, notamment pour parler de la disparition dans ces conditions de l'opposant Brice Parfait Kolila. Et bien sûr, on continuera de suivre les développements en ce qui concerne notamment le débat sur la validité ou non de cette élection. Mais Aziz, excusez-moi, ce qu'il faut attendre maintenant, tout de même, du président Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il arrive à régler le problème économique qui se pose au Congo, parce qu'il est énorme, ce problème. Notamment avec cette grosse dette vis-à-vis de la Chine. Il est incompréhensible que le Congo, qui fait partie des pays parmi les mieux dotés en ressources naturelles, pétrole et un certain nombre d'autres ressources, il est presque inconcevable que ce pays se retrouve en difficulté, que ce pays se retrouve parmi les pays les plus en difficulté sur la terre d'Afrique. Et donc, l'on espère que le président Sassou Nguesso s'étant maintenu au pouvoir grâce à cette élection, eh bien qu'il puisse enfin régler ce problème économique et résorber cette grosse dette vis-à-vis de la Chine surtout. Et justement, le Congo qui avait pendant longtemps dissimulé cette dette au Fonds monétaire international. Il était difficile d'évaluer cette dette. Très bien. Nous poursuivons cette fois avec l'actualité au Sénégal, l'actualité marquée par la libération de certains activistes qui avaient été interpellés dans le cadre de l'affaire Sonko, des violences qui avaient éclaté. Il y a notamment Guy Marius Sagna, qui est une figure emblématique de cette contestation. Beaucoup d'observateurs voient cette mesure judiciaire comme une mesure d'apaisement pour un retour définitif au calme. Les 22 et 23 février dernier, 3 grandes icônes de la contestation sénégalaise ont été arrêtées en marge des troubles qui ont suivi l'interpellation de l'opposant Ousmane Sonko. Après moult tractations et d'âpres négociations, les 3 activistes sénégalais bénéficient depuis ce mercredi d'une liberté provisoire. Dans les rangs de ces militants contestataires, Guy Marius Sagna, chef du mouvement Frappe France Dégage, qui mène une campagne sans merci contre les intérêts français au pays de la Teranga. Les geôles du Cap Manuel n'ont pas altéré sa détermination. Si l'objectif est de nous empêcher de dire « Auchan dégage, Carrefour dégage » et d'affirmer sans embâche que nous préférons défendre les intérêts des commerçants sénégalais plutôt que ceux des commerçants impérialistes, c'est aussi peine perdue. Aujourd'hui, plus que jamais, nous disons « Armée française hors d'Afrique ». Aujourd'hui, plus que jamais, nous disons « Bateau de l'Union européenne hors des mers d'Afrique ». Parce que nous pensons que nous devons d'abord défendre les intérêts des pêcheurs africains, des pêcheurs sénégalais. Nous devons d'abord défendre les intérêts du peuple africain. En dehors de ces 3 figures, environ 30 autres manifestants vont aussi être libérés. La libération de ces activistes est perçue comme un geste d'apaisement initié par le régime de Macky Sall alors que le pays a connu des instants de surchauffe après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko accusé de viol. Des manifestations qui auraient d'ailleurs coûté la vie à plusieurs personnes. Pendant sa détention, Guy Marius Sagna aurait entamé une grève de la faim pour dénoncer les mauvaises conditions de détention. Une dénonciation qui semble avoir été fatale à Kadidia Tundiuk Faye, qui aurait été démise de ses fonctions de directrice de la prison du Cap Manuel. C'est ce que rapporte le journal LAS dans sa livraison de ce vendredi. L'activiste s'était attaqué entre autres à la gestion opaque du régisseur du système des cantines, des surfacturations sur les marchandises et du prix exorbitant du téléphone. Une décision de justice qui arrive à point nommé Georges Wenceslas Saint-Biaboké, puisque il y avait ces derniers temps ces violences qui ont échauffé les esprits et fait craindre en tout cas une grave escalade. C'est une décision qui devrait aider à éteindre le feu qui couvait sous la cendre. Bien entendu, c'est une décision qui va dans le sens de l'apaisement, parce que le Sénégal, comme le disait Robert dans le commentaire de son sujet, le Sénégal était en surchauffe. Les manifestations étaient d'une violence assez rare et tout le monde a pris peur et tout le monde s'est mis autour du pays, j'allais dire, pour demander que la pression retombe, la
pression est retombée. Chacun y est allé de son commentaire et les commentaires continuent jusqu'à présent. Les personnalités qui sont sorties de prison, dès leur sortie, ont affirmé que la bataille continue. Et on a vu qu'autour de cette affaire Ousmane Sonko, il y avait plein d'autres affaires. Le président Macky Sall l'avait même relevé lors de son adresse. Il a dit que c'est vrai qu'il y avait cette affaire, il fallait laisser la justice sur son cours, mais il a surtout pensé à la situation des jeunes. Des fonds devraient être débloqués. C'est dans ce même sens qu'il y a eu les mesures d'allègement concernant le coronavirus. Et donc, c'est une affaire Ousmane Sonko autour de laquelle gravitent bien d'autres affaires, notamment la question de la souveraineté de nos États, la question de la souveraineté du Sénégal, les grandes affaires économiques seraient-elles dans les mains de la France? En tout cas, tous ces activistes-là n'hésitent pas à dénoncer la mainmise de la France sur un certain nombre d'affaires concernant le Sénégal. Alors, c'est une affaire Ousmane Sonko qui n'a pas encore fini, qui n'a pas encore trouvé totalement son épilogue, mais quand vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, en tout cas les chaînes sénégalaises, eh bien, les commentaires sont nombreux. Les défenseurs d'Ousmane Sonko par-ci, les pourfendeurs du président Macky Sall par-là, et chacun y va vraiment de son commentaire. Et on attend de voir que la pression tombe définitivement pour laisser place à une situation beaucoup plus apaisée. Il y a, Robert Adandé, la médiation des religieux, des chefs religieux qui n'est pas négligeable dans ce dossier. Oui, c'est ce qu'il faut saluer, que les lobbies religieux s'intéressent à la chose politique, que les lobbies religieux jouent de leur poids pour décrisper l'atmosphère, décrisper la tension politique. Guy Marius Sagna, qui sort un peu après Ousmane Sonko, en même temps que 3 autres co-détenus, et qui dénonce le manque de souveraineté de nos États, pris individuellement ou collectivement. Ce sont des revendications légitimes qu'il faut pouvoir essayer certainement de contenir, pour qu'il n'y ait pas non plus d'expression dans le désordre, mais qu'il faut pouvoir prendre en compte. Guy Marius Sagna, on l'a écouté dans l'élément, dans la foulée de ses revendications, lorsqu'il est sorti, il a dénoncé d'autres faits. Ce sont les conditions de détention dans les... Au Cap Manuel Au Cap Manuel, entre autres, où il a été détenu, et il a dénoncé le surpeuplement des cellules, la surenchère au niveau de certains produits qui sont censés être ne rien coûter, la surenchère au niveau des frais de communication. Il a dénoncé également un certain nombre de choses qui ont malheureusement coûté à la directrice de cette structure pénitentiaire, Kadidiatou Ndiouk Faye, son poste. Mais c'est l'occasion, Robert et Aziz, malheureusement ou heureusement. Après, c'est selon. Celui qui perd son poste, il perd quelque chose. Alors, Robert et Aziz, c'est l'occasion de se poser des questions. Pourquoi, dans nos États, l'on a du mal à construire des prisons? C'est vrai que prison, l'édifice, le contenu, c'est pas positif, mais aujourd'hui, un pays doit avoir des prisons correctes, des prisons pas bondées, pas surchargées. Et donc, il faut pouvoir en construire. Cela gêne-t-il nos gouvernants construire des prisons? Mais en tout cas, les activistes, quand ils sont sortis, ils ont dénoncé justement les mauvaises conditions dans lesquelles ils étaient. Et ces conditions, quand on les évoque ici au Sénégal, on peut en parler et voir la même chose dans beaucoup d'autres pays africains. Mais on a le sentiment, oui, Robert, on a le sentiment que ces prisons sont plutôt devenues des sortes de mouroirs. Oui, des mouroirs, d'autant plus que nous sommes, quand on
s'exprime en plein contexte de Covid-19, nous sommes dans une situation où il faut quand même faire attention à ce que le virus ne se propage pas. Et quand ces conditions ne sont pas respectées, surtout en pleine crise sanitaire, ça pose un problème de santé sérieux, en dehors des autres conditions humaines légitimes à revendiquer. Justement, il y a le contexte de crise sanitaire du Covid-19 qui inquiète et on espère que là également les autorités concernées vont prendre des dispositions parce que ce serait terrible d'avoir le virus qui se propage avec les variants dans les prisons. Ce serait terrible pour les personnes incarcérées. Nous voici en République centrafricaine. Cette fois, beaucoup on dit que pour l'ancien président François Bozizé, eh bien, le masque était tombé. Il n'y a plus de doute. François Bozizé a choisi de quitter la tête de son parti, le Kwanakwa, le travail, rien que le travail en langue sango, pour diriger la rébellion, la coalition rebelle de la CPC. L'ex-chef d'État centrafricain François Bozizé a pris la tête de la rébellion qui a lancé il y a 4 mois une offensive pour renverser le président Faustin-Archange Touadéra, réélu en janvier dernier. Autour de la mi-décembre, 6 des plus puissants groupes armés qui contrôlaient les 2 tiers de la Centrafrique en guerre civile depuis 8 ans se sont installés au sein de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement. Ensuite, ils ont lancé une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra. Et c'est à cette organisation que l'ancien président François Bozizé vient de dire oui. Oui à l'appel de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, lui demandant d'en prendre la tête en qualité de coordonnateur général. C'est une attaque sur Bangui repoussée le 13 janvier qui a sommé les rebelles de prendre du recul. Ils ont rencontré en face des forces nettement mieux armées et équipées. Quelques 12 000 casques bleus de la force de maintien de la paix de la MINUSCA, présents depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes, dépêchés fin décembre par leur pays à la rescousse de Faustin-Archange Touadéra et d'une armée en difficulté. Il faut rappeler que François Bozizé est arrivé au pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'État avant d'en être chassé en 2013. Il s'est porté candidat pour l'élection présidentielle du 27 décembre. Sa candidature avait été invalidée début décembre par la Cour constitutionnelle au motif notamment qu'il était sous le coup de sanctions de l'ONU pour son soutien présumé à des milices d'autodéfense coupables, selon les Nations Unies, de crimes de guerre et crimes contre l'humanité au temps fort de la guerre civile entre 2013 et 2014. Georges Aboké, ce qui se joue en Centrafrique actuellement, c'est quand même la sécurité du pays sur le long terme. Et là, ça laisse perplexe lorsqu'on voit l'ancien président François Bozizé prendre les commandes ouvertement de cette coalition rebelle. On est perplexe, comme vous le dites, on est même inquiet, mais on est aussi étonné de voir qu'il fonctionne en toute liberté dans sa volonté de constituer cette coalition au niveau de la rébellion. Quelle est la réponse que donne à cette position? Quelle est la réponse du pouvoir en place? On est surpris. Et il faut le dire, le pouvoir en place, certes, n'a pas de grands moyens, mais il est appuyé quand même par l'ONU, il est appuyé par les forces de la CEMAC, il est appuyé par les Russes, et donc il faut pouvoir faire bloc autour du président centrafricain pour évacuer cette rébellion, parce que trop c'est trop, ça a trop duré, et là vraiment c'est de façon ouverte que on voit l'ancien président François Bozizé s'engager dans cette rébellion. Ça veut dire que les jours qui arrivent vont être difficiles pour le pouvoir en place et pour la paix en République centrafricaine. Robert Adandé, on a une configuration qui vient justement compliquer les schémas qui avaient été mis en place pour un retour à la normale, parce qu'on sait quand même que François Bozizé a une expérience de terrain en ce qui concerne les combats et le maquis. Exactement. Alors, on ne peut pas être
patron d'un parti politique, c'est-à-dire choisir la voie de la démocratie pour conquérir le pouvoir, et puis dans le même temps se ranger du côté de ceux qui recourent aux armes et à la violence pour chercher à s'emparer du pouvoir. Je crois que là, par une action, par une décision comme celle-là, François Bozizé a très clairement montré à la face du monde qu'il tourne au dos à la démocratie. Et comme disait Georges tout à l'heure, il est question maintenant pour l'État de prendre ses responsabilités et puis de circonscrire quand même ce qui pourrait après être à l'origine d'un débordement qu'il sera plus tard difficile de contenir. Mais comment expliquer que François Bozizé, avec tout ce que cela comporte comme risque, ait décidé d'y aller à visage découvert, qui devrait avoir, ça sous-entend qu'il a des soutiens solides? Oui, cela veut dire qu'il a des appuis, il compte déjà sur la force que constitue cette coalition. Il ne faut pas oublier que la République centrafricaine est un pays riche et que si la paix a du mal à s'installer dans ce pays, c'est que eh bien, tout le monde convoite les richesses de ce pays et donc certainement que les rebelles font du troc en quelque sorte, vendent, échangent leurs richesses, des richesses du pays, contre des armes, contre des moyens de semer le trouble dans le pays. Et ce qui est étonnant également, c'est que François Bozizé, il y a une, comment on va dire ça, il y a une affaire qui le poursuit. Il y a une enquête internationale qui est sur son dos. Et ce mandat d'arrêt qui avait été lancé, est-ce qu'il va être exécuté? C'est un gros point d'interrogation. On voit qu'il est en toute liberté et qu'il décide de donner vie et force à la rébellion. Mais Robert, François Bozizé a sûrement aussi des soutiens au sein de ce qu'on appelle la communauté internationale. Absolument. De toute façon, il ne serait pas à ce niveau-là sans soutien. Maintenant, c'est dans la forme que prennent les choses qu'il faut pouvoir intervenir. Si lui, il avait été au pouvoir et qu'un opposant prônait ce genre de liberté, est-ce que ça ne lui poserait pas de problème? Il y a un État qui est démocratiquement constitué. Il n'est pas question aujourd'hui de se ranger du côté de ce qu'on peut estimer être des partisans de l'instabilité du pays. Et surtout que ce sont les populations qui en pâtissent depuis l'incursion, les différentes incursions rebelles. Il y a eu des dizaines de milliers de Centrafricains qui sont allés dans les pays voisins, notamment en République démocratique du Congo et ailleurs, pour fuir ces violences. Il y a quand même une sorte de ras-le-bol et ça devrait justement convoquer l'esprit humaniste, l'esprit de responsabilité des leaders. Et François Bozizé, il faut rappeler, lui-même avait été chassé en 2013 par la rébellion Séléka et avait dû lui-même, malgré tous ses soutiens, malgré tout son poids politique, s'enfuir du côté du Cameroun. Exactement. Et Georges, on peut quand même également noter que pour faire fonctionner une rébellion, il faut avoir des moyens. Ces moyens, il faut avoir justement des soutiens. Ces moyens multiformes, il faut pouvoir les trouver. Il a certainement trouvé les moyens, François Bozizé. Il faut se poser des questions. Qui ne joue pas franc jeu sur l'échiquier centrafricain? Il y a certainement des forces qui ne jouent pas franc jeu et qui soutiennent justement l'action de François Bozizé. Sinon, il ne se serait pas donné la latitude, la liberté de déclarer qu'il sort de la politique pour entrer dans la rébellion. On sait ce que ça va donner, on sait les troubles qui vont suivre et quelles sont les réactions de la société centrafricaine. Il faut qu'elle ait les ressorts. La société centrafricaine est à la recherche d'un certain nombre de personnalités au leadership
avérée, je ne crois pas que ce soit les François Bozizé qui pourront remettre ce pays sur pied. Et donc, la société centrafricaine doit se réveiller et se mettre autour certainement de son président, sans oublier que la CEMAC, toute la région d'Afrique centrale, doit également, et l'ONU, l'Union africaine et tout ça, doivent se mettre autour du pouvoir central en République centrafricaine pour mettre fin à toute la pagaille qui existe dans ce pays. Mais la difficulté, il faut le dire, provient de la richesse de ce pays, parce que les rebelles, eh bien, ils ont les moyens d'extraire des ressources minières, de les vendre et de s'acheter des armes. Et comme je le disais, cela veut dire que toutes les parties prenantes ne jouent pas franc jeu. Toutes les parties prenantes ne jouent pas franc jeu. En tout cas, c'est l'impression que donne ce spectacle désolant, la Centrafrique qui est en proie depuis plusieurs années à des problèmes humanitaires très importants et bien entendu à une forte insécurité. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce dossier qui n'a pas encore justement, qui n'est pas sur le point de connaître son épilogue. Et il y a aussi cette information qui est tombée en début de semaine. Il y a le canal de Suez qui est bloqué par un porte-conteneur de 400 mètres de long. On rappelle que le canal de Suez, c'est quand même 10% du trafic maritime mondial. Il y a de gros problèmes, ça pose des risques, ça risque d'entraîner des pénuries de certains produits. Georges. Absolument, absolument. Le passage que constitue le canal de Suez, est très important en Égypte et donc rapidement il faut trouver une solution à cette situation. Et c'est vrai que de nombreux bateaux transitent par ce canal et forcément ça va entraîner, comme vous l'avez dit, pénurie au niveau d'un certain nombre de produits. Et ce sont, Robert Adandé, 200 navires qui sont immobilisés de part et d'autre du canal de Suez. Oui, 200 navires de part et d'autre du canal de Suez. Quand on en rajoute à toute la lenteur ou le fait que tout soit devenu grippé avec cette pandémie du coronavirus, c'est un coup dur à l'économie de manière générale. Un coup dur à l'économie et surtout que les tentatives de déblocage du bateau ont pour l'instant échoué. Il y a eu, il y a 24 heures, une tentative qui n'a quasiment rien donné. C'est quand même plus de 2600 tonnes coincées. Et on imagine, il y a eu le témoignage d'un membre d'équipage d'un de ces bateaux qui dit qu'ils ont, pour beaucoup, des animaux qui ont commencé à mourir. En raison des températures qui sont de plus en plus intenables. Oui, et puis les efforts se poursuivent. Même hier encore, ils ont tenté de dégager ce porte-conteneur de 400 mètres de long, coincé depuis 4 jours, ce qui n'a pas porté ses fruits. Les conséquences risquent d'être désastreuses si d'ici là, une solution n'est pas trouvée assez rapidement. Et ils ajoutent, ça peut durer, oui, genre, ça peut durer plusieurs semaines, hein? Oui, on a besoin de voir, comment on va dire ça, plusieurs pays, notamment les grandes puissances, se mobiliser, mettre leurs forces ensemble pour dégager ce canal, parce que c'est un passage, j'allais dire, obligé pour le commerce international et il faut que toutes les puissances se mettent ensemble pour venir à bout de cette situation qui prévaut dans le canal de Suez. Et vous le précisez si bien, on le rappelle, 10% du commerce international maritime qui passe par le canal de Suez. Ce n'est pas... Il y a des pays qui vont commencer à étouffer, comme les animaux. Oui, et c'est...
En tout cas, très compliqué, ça pourrait rendre la situation encore plus difficile un peu partout. On espère que ça va rapidement trouver solution, que ce déblocage va avoir lieu très rapidement. En tout cas, il est dit qu'une importante marée haute qui interviendrait ou qui surviendrait en début de semaine prochaine pourrait aider les équipes techniques à désamorcer la situation. On croise les doigts et puis on prie pour que n'en soit ainsi. Parce que le porte-conteneur est dans un banc de sable, hein? Exactement. Voilà. Au Niger, maintenant, il y a eu, c'est ce qu'a indiqué un rapport publié il y a quelques jours, notamment lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, 800 milliards de francs CFA investis en 8 ans dans le secteur hydraulique. Au Niger, la mobilisation de 800 milliards de francs CFA en 8 ans a permis la réalisation de 22 374 infrastructures hydrauliques modernes mises à la disposition des populations rurales, l'attribution de 117 213 branchements sociaux et la construction de 1864 bornes-fontaines publiques en milieu urbain. Ces nombreuses réalisations s'inscrivent dans le cadre du programme dit de Renaissance et ont contribué à faire évoluer le taux de couverture géographique de 68,60% en 2015 à 72,39% à la fin de 2020. Le taux de desserte en eau potable a aussi augmenté, passant de 73,75% en 2010 à 99% en 2020. Cependant, malgré ces performances remarquables, des millions de personnes au Niger n'ont toujours pas accès à l'eau potable, principalement dans les zones rurales. À l'échelle mondiale, ce sont environ 2,2 milliards de personnes qui ne bénéficient pas d'un accès à l'eau potable et si des dispositions adéquates ne sont pas prises, ce sont 4,4 milliards de personnes qui pourraient souffrir d'un accès limité à l'eau potable en 2050. En pleine crise sanitaire du coronavirus, l'accès à l'eau potable est plus que jamais nécessaire pour ralentir la propagation du Covid-19. Georges Aboké, 800 milliards de francs CFA investis en 8 ans pour permettre d'améliorer la desserte en eau au Niger. C'est énorme. Les résultats auraient dû être meilleurs si on en croit de nombreux experts. Ah non, il faut saluer quand même cette performance. C'est vrai que 800 milliards de francs CFA injectés dans l'eau, c'est important, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les besoins en eau, il ne faut pas oublier que le Niger est un pays désertique, les besoins en eau sont grands. Une bonne partie de ce qui a été réalisé a permis de régler les problèmes en zone urbaine, mais aussi en zone rurale. Et c'est une bonne avancée. Je crois que c'est un bon point qu'il faut relever concernant l'action de l'ancien président Mahamadou Issoufou qui a posé un certain nombre d'actes pour faire avancer le Niger et pour permettre là, dans ce cas-là, aux Nigériens de profiter d'un accès assez aisé à l'eau potable. Il faut dire que le président Mahamadou Issoufou avait un programme, il y est allé à fond et il souhaite que son successeur continue. Une chose est claire, c'est que les problèmes liés à l'accès à l'eau potable sont des problèmes sérieux, des problèmes récurrents qu'on retrouve dans pratiquement tous les pays africains et on peut saluer cette performance du Niger, 800 millions dans l'eau, c'est beaucoup, mais malheureusement ce n'est pas encore assez. Oui, 800 milliards annoncés. 800 millions, pardon, voilà, 800 milliards. 800 milliards annoncés, Robert Adandé, mais il y a des doutes, beaucoup ont exprimé des doutes sur l'utilisation de cet argent, hein, uniquement pour, bien sûr, permettre d'investir dans le secteur de l'eau. Voilà. Ça pose aussi le problème de la gouvernance. Peut-être qu'avec une meilleure gouvernance, les résultats auraient été meilleurs. Bon, après, on n'a pas forcément tous les éléments pour apprécier cet investissement, ce qui a été réellement fait par rapport à
la somme engloutie. Toujours est-il que, comme dit Georges, il faut voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Mahamadou Issoufou, l'ancien président Mahamadou Issoufou, à travers ce programme, dit programme de renaissance, a décidé de tenter de résorber ce déficit en eau potable dans un pays, il faut dire un pays sahélien, un pays désertique, où les problèmes sont beaucoup plus cruciaux que ailleurs. Alors, cet investissement a certainement permis, on parle de 800 milliards, donc une moyenne de 100 milliards par an, c'est énorme, a permis de résoudre le problème, certainement partiellement, mais encore une fois, il faut relever que la démographie ne reste pas statique, les problèmes ne restent pas statiques, donc on avance dans la résolution des problèmes qui ont été identifiés la veille, mais au fur et à mesure, de nouveaux problèmes se créent. Donc il faut pouvoir trouver ce juste équilibre et puis arriver à une bonne desserte en eau potable sur toute l'étendue du territoire nigérien. Et comme vous le releviez dans votre sujet tout à l'heure, Aziz, nous sommes en situation de crise sanitaire et l'eau reste une urgence vitale partout dans le monde. L'eau, source de vie, oui. Certes, le problème n'est pas totalement réglé, mais il faut voir d'où est parti le Niger. D'où ils sont partis en 8 ans. Et je voudrais rappeler que le président Mahamadou Issoufou a été crédité de bons mandats, grosso modo, en commençant par le fait qu'il ait décidé de ne pas briguer un 3e mandat, ce qui aurait certainement provoqué des troubles. Ensuite, il a mis le paquet, on va le dire, dans des actions sociales, notamment dans l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, sans oublier que le Niger est un pays en proie à tout ce qui est terrorisme. C'est un pays qui souffre des frappes des terroristes et malgré tout cela, le président Mahamadou Issoufou a glané un certain nombre de points. Il a été reconnu un peu partout comme un très bon président. Il a aussi hérité du Primo Ibrahim, mais il y a eu ces points noirs au tableau avec, lors de l'élection de son successeur, des violences, des morts et des gens emprisonnés. Malheureusement. Voilà, donc c'est clair que c'est toujours à construire la démocratie. Robert a Dandé, il y a quand même, et vous l'avez souligné tantôt, au Niger, de l'espoir, vu que le président précédent, en dehors de l'investissement dans le secteur hydraulique, a également énormément investi dans les infrastructures. Oui, il a investi dans les infrastructures. Il a, comme on disait tout à l'heure, essayé de se battre pour une meilleure couverture géographique en matière de desserte en eau potable. Il a décidé d'être démocratique en cédant le fauteuil sans qu'on ne l'y contraigne. Donc voilà des bons points à mettre à son actif. On espère maintenant que ça servira de leçon et de départ pour ses successeurs. Et on va finir en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19 par le Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé qu'il se ferait vacciner. Eh bien, on a vu justement cette vidéo devenue virale sur la toile où le président gabonais et des membres de sa famille, notamment son épouse et son fils, se font vacciner. Mais sur le terrain, Robert, ou bien Georges, on a quand même en ce qui concerne le vaccin, beaucoup de blocages. Les populations ne semblent pas disposées à se faire vacciner, encore que pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de doses de vaccin. Je le disais tantôt dans un précédent numéro de Actu 7 qu'il fallait faire beaucoup de pédagogie. Les États doivent faire beaucoup de pédagogie par rapport à ce problème concernant les vaccins. C'est l'occasion également de dire que c'est vrai qu'on se plaint de démocratie, du manque de démocratie, du manque de liberté d'expression dans nos pays, mais il
faut dire que les patrons, ceux qui dirigent également les réseaux sociaux, un peu partout à travers le monde, ils se trouvent dans les pays développés, ils parlent beaucoup de complotistes quand on se pose un certain nombre de questions en rapport avec la vaccination. Et la belle radio-télévision, il faut le dire, a subi les foudres de ces propriétaires de réseaux sociaux. L'émission Aziz que vous avez faite mardi, la tribune du mardi, a été censurée, et ça, on trouve que ce n'est pas normal. C'est anti-liberté d'expression, anti-démocratique, parce qu'il faut laisser la liberté aux uns et aux autres de dire ce qu'ils pensent concernant ces vaccins. Il y a tellement de choses non maîtrisées autour du coronavirus qu'il est anormal qu'on nous supprime une émission, parce que dans cette émission, on a eu des intervenants qui ont posé un certain nombre de problèmes et qui ont mis beaucoup de points d'interrogation sur l'efficacité et sur les méthodes utilisées concernant le vaccin. Mais il faut demander à nos États de faire de la pédagogie, d'expliquer ce que c'est qu'un vaccin et puis de montrer à tous le bien fondé des vaccins contre le coronavirus. Robert Adandé, il faut se faire vacciner, mais on est aussi en droit de savoir comment ça s'organise et surtout d'avoir le choix. Alors, Georges a tout dit. Chacun est dans son rôle. Les grandes firmes pharmaceutiques dans ce grand combat sont dans leur rôle en voulant faire passer leurs vaccins, leurs produits comme étant la panacée devant cette crise sanitaire. Les citoyens, les populations aussi sont dans leur rôle en se posant des questions, surtout qu'il y a des questions tout à fait légitimes. Il y a des questions sur la durée de fabrication d'un vaccin. Aujourd'hui, on parle de différents variants. Est-ce que ces vaccins sont efficaces pour tous les différents variants? Il faut qu'il y ait une pédagogie. Il faut qu'on rassure les personnes qui sont censées se faire vacciner de ce que ce vaccin ne va pas entraîner d'autres dommages sur leur organisme. Ils ont justement les vaccins ARN qui sont fabriqués différemment des vaccins traditionnels, etc. Il y a un certain nombre d'informations que les... Et puis Robert le disait, les variants du virus, est-ce que les vaccins qui sont mis en place peuvent venir à bout de ces variants? Quand on sait que les vaccins ont été fabriqués avant la survenue de ces variants. Donc, il y a beaucoup de questions et il faut laisser libre cours aux questions et puis que les scientifiques, que tous ceux qui ont quelque chose à dire là-dessus puissent s'expliquer. Absolument. Et Aziz, il faut aussi dire que, comme je disais tout à l'heure, chacun est dans son rôle. Tout le monde veut aujourd'hui en finir avec cette affaire de crise sanitaire. Ça n'arrange personne. Tout le monde veut être à l'abri. Mais maintenant, il faut pouvoir convaincre les gens que la seule manière d'être à l'abri, c'est de se vacciner, maintenant en donnant des réponses aux différentes questions qui sont soulevées. Des questions qui sont totalement légitimes. Une chose est claire, le Corona Business est en cours. Voilà, un Corona Business qui est dénoncé notamment par maître Carlos Alberto Brusa, que nous avions invité justement le mardi et qui a tenu un argumentaire qui n'a certainement pas satisfait tous les publics, mais on en est quand même, on est triste d'avoir outré également d'avoir constaté que cette émission finalement a été supprimée. En tout cas, merci de nous avoir suivis et surtout de continuer de nous rester fidèles. Merci à vous, Georges. Merci, Robert. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Très bonne suite de programmes sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.